Voilà, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le gouvernement s'exprime qui reçoit aujourd'hui monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Pascal Ogooué-Chiffon. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonjour Madame Biogou et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Mais écoutez, on fera comme avec tout le monde le bilan de ce secteur assez attrayant pour les populations gabonaises. Déjà, monsieur le ministre, d'entrée de jeu, dans quel état se trouvait le secteur le 30 août 2023 ? Alors, le 30 août 2023, le tourisme se trouvait comme partout ailleurs. C'était un ministère complètement abandonné. Abandonné par les hommes qui l'occupent, mais également abandonné par les plus hautes autorités. Par les hommes qui l'occupent, tout simplement parce qu'ils étaient découragés. Ils ne savaient plus quoi faire dans ce ministère, on ne prêtait plus attention à leur travail. Abandonné par les plus hautes autorités parce qu'ils n'avaient pas perçu la capacité de ce ministère, il n'avait pas perçu sa capacité à rentrer dans le développement économique de notre pays. Ouais. Donc, ils se sont découragés, ils n'ont pas mis les moyens suffisants. Voilà comment je trouve un ministère complètement à l'abandon, un ministère complètement inexistant. Et il y a même des Gabonais qui m'ont dit « Ah bon, il y a un ministère du tourisme ?» Ils étaient étonnés. Avant d'en venir à la stratégie que vous avez mis en place pour développer finalement le secteur touristique, quand vous êtes arrivé, tout de suite, vous avez diligenté un audit pour les hôtels appartenant à l'État. Quelles sont les conclusions de cet audit ? Pour le moment, on ne peut pas donner les conclusions de cet audit parce que chaque hôtel répond à une procédure particulière. Ouais. Nous sommes en train de continuer l'audit. Vous savez, nous sommes dans un domaine particulier, c'est le foncier. Et le foncier, c'est une procédure qui met extrêmement de temps. Il faut dire que les premiers audits ont fait l'objet d'une poursuite au pénal. D'accord. Et quand on est au pénal, la procédure veut que toutes les autres procédures s'arrêtent. S'arrête, oui. Donc on attend les décisions du juge pour avancer. Certains hôtels qui ne sont pas au pénal font l'objet toujours d'investigations. Et comme je vous dis, dans le domaine du foncier, les procédures sont très longues. Mais nous avançons sûrement. Parce que derrière, vous l'avez dit, les hommes dans ce secteur étaient abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup attendent les conclusions de cet audit pour savoir quel est l'avenir qui sera le leur. À quoi doivent-ils s'attendre, ceux qui travaillent, du moins dans ces hôtels? Est-ce que la gestion sera uniquement celle de l'État ou est-ce qu'il y aura des partenariats? On aimerait savoir quand même. Est-ce qu'on a des pistes, monsieur le ministre? On va certainement innover. Ouais. L'idéal n'est pas de donner un bien de l'État en gestion à un privé. Sinon, ça nous crée des loyers non payés, ça nous crée un social abandonné. L'idéal, c'est de se mettre en partenariat avec un prestataire. Nous pensons que nous allons plutôt opter pour cette façon de faire, où on se met en partenariat pour un bien qui va faire l'objet d'une exploitation. Quelle est votre stratégie pour le développement du tourisme au Gabon? On le sait, le secteur ne contribue encore que très peu. Selon les derniers chiffres, on parle de 4%, mais vous allez confirmer les chiffres ou pas, ou les infirmer. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez mis en place pour développer le tourisme au Gabon? Et écoutez, nos prédécesseurs ont certainement travaillé sur la stratégie du tourisme national. Nous sommes venus, nous avons dit, on met d'abord tout ça à plat, parce que le président a demandé de mettre tout à plat et de trouver des solutions durables. Donc, nous avons non pas mis en place une stratégie d'emblée et proposé cette stratégie à l'Assemblée nationale, nous avons plutôt mis une stratégie en place, l'éprouver, pour que si ça marche justement dans cette direction-là, on l'adopte. Et justement, quelle est cette stratégie? Et cette stratégie, nous l'avons imaginée, nous l'avons réfléchie, et ça a donné ceci. Premièrement, donner envie aux Gabonais de découvrir leur pays. C'est assez difficile quand même, monsieur le ministre, mais vous allez nous expliquer, parce que moi, gabonaise, lorsqu'on parle du potentiel touristique, on pense directement à son potentiel naturel. Alors moi, je suis une fille du village, j'ai eu l'habitude d'aller au village, de fréquenter la forêt, d'aller... pourquoi je devrais payer pour repartir faire les mêmes choses que lorsque j'allais au village? Si on vous donne l'envie d'y aller par vous-même, si on vous donne l'envie de découvrir votre pays autrement, vous allez le faire. Et vous allez payer le prix qu'il faut. Les Gabonais l'ont fait, madame. Et comment vous avez donné cette envie aux Gabonais? On s'est posé de bonnes questions. Je crois que dans ce domaine,
pour mettre en place une stratégie nationale, il faut se poser les bonnes questions. Oui. Il ne faut pas poser la mauvaise question en disant comment on va accueillir nos touristes. Vous êtes à côté de la plaque. Il faut se poser les bonnes questions au départ. C'est de dire qu'est-ce qui peut attirer un touriste chez nous. C'est la première question. Si vous n'avez pas répondu à cette question, ce n'est pas la peine d'avancer. Et nous nous sommes posés cette question. Et c'est la bonne question. Ce qui veut dire qu'on a identifié notre potentiel. Et nous avons mis notre accent dans notre stratégie sur d'abord l'identification de ce potentiel. Une grande phase d'identification, on vous a vu sur le terrain. Qu'est-ce qui ressort Il ressort aujourd'hui que le Gabonais s'étonne de son pays. Je crois que même vous-même, vous n'avez pas vu votre pays dans ce sens. Nous avons un pays riche, madame. Et tous les Gabonais découvrent qu'on a un pays immensement riche. Nous pouvons gagner notre vie rien qu'avec le tourisme. Et il faut l'identifier. Et c'est ce qu'on a fait. Et nous avons identifié aujourd'hui près de 55 sites touristiques. Ça veut dire 55 sites touristiques qui peuvent attirer le touriste de l'étranger, qui peuvent venir ici. Il y a autant de sites. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de valoriser ces sites et attirer les touristes. On parle beaucoup du potentiel naturel et vous avez parlé de ces sites. Pour prendre quelques exemples, est-ce que nous sommes seulement dans ce tourisme où on met en avant le potentiel naturel ou est-ce qu'on parle également d'autres types de tourisme, par exemple historique ou même culturel? Oui. On commence d'abord par ce qui peut être notre potentiel dans l'immédiat. C'est de valoriser cette grande forêt, c'est de valoriser cette grande côte, et c'est ce qui fait d'abord notre potentiel naturel. Mais à côté de ça, et vous le dites si bien, il y a un potentiel, le potentiel historique. Vous avez le tourisme mémoriel qu'on peut faire avec les grandes figures, Cheikh Hamidou Bamba. Vous avez le tourisme religieux qu'on peut faire. Mais je dis... avant d'aller dans ce sens-là, commençons par ce qui est à la portée de main. Notre potentiel naturel, c'est de développer le tourisme de nature. C'est de rentrer et de développer l'écotourisme. Est-ce que c'est de la même façon que vous pensez également attirer les touristes qui viennent de l'étranger? Oui, c'est ce qu'on a fait. On a identifié ces sites. On a identifié le site de Cheikh Hamidou Bamba. Les Sénégalais sont venus. Voilà. On a identifié certains sites, on a attiré des touristes qui se sont intéressés. Oui, madame. À côté de l'identification des sites, quelle a été la suite finalement de l'action, de la stratégie que vous avez mise en place? Alors, je vous disais, dans la stratégie, il faut bien comprendre, pour que les Gabonais comprennent, il y a d'abord, la première stratégie, c'est de donner envie aux Gabonais de visiter leur pays. D'accord. Deuxième point, c'est entraîner ces Gabonais à pratiquer le tourisme. On le pratique comment? Moi qui suis journaliste, par exemple, comment je devrais pratiquer le tourisme? Il faut d'abord avoir de l'offre. Il faut que l'offre soit disponible. Il faut que nous, au ministère, on vous dise, vous pouvez faire ceci les vacances. Il faut que nous, au ministère, on puisse organiser des produits. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons organisé la caravane touristique. C'était l'élément essentiel pour montrer que le Gabonais peut pratiquer le tourisme. Et justement, parlez-nous de cette caravane touristique. Combien de touristes elle a pu attirer? Combien de sites ont été visités? Quels ont été les parcours finalement? Alors, on a identifié 2 parcours. L'axe Libreville-Gamba, en passant par Fugamo, Mula, avant bien sûr, il y a Lambaréné, mais jusqu'à Sétékama. C'était le site qui était prêt, que les touristes déjà faisaient avant qu'on arrive. Et puis, on a identifié un autre site, celui du Haut-Ogooué. Les autres ont été identifiés et vont faire l'objet d'un parcours cette année, je crois, en 2025. Nous avons mis cette caravane entre les mains des Gabonais et nous avons tout simplement ouvert la route. Nous avons dit aux Gabonais, vous avez un beau pays, venez visiter votre pays. Nous avons mis toutes les images, toutes les vidéos pour que les Gabonais viennent eux-mêmes. Soient attirés finalement par le potentiel. Et nous avons été surpris. Nous avons eu pratiquement 3700 touristes. Gabonais uniquement? Gabonais uniquement. Et dans les 3700, il y a près de 1200 qui se sont inscrits et qui ont fait le parcours. Les 2500, ce sont les habitants de Mula qui vivent à Mula et qui viennent au site du Lac Bleu, qui viennent découvrir. Et nous tenons des statistiques. Un habitant de Mula qui vient passer la journée au Lac Bleu, c'est un touriste. Il fait une activité touristique. Donc, on a compté tout ça. Madame, ça fait 3700 touristes gabonais qui se sont déplacés. On n'a jamais vu ça chez nous. Au moins, ça montre que les Gabonais veulent découvrir leur pays.
Alors avec ce retour, on a envie de se poser la question de savoir quelles sont les perspectives finalement, Monsieur le Ministre, pour cette caravane touristique. Est-ce qu'il faut attendre à chaque fois la période des vacances? Quand on dit vacances chez nous, c'est la période de l'été. Ou est-ce qu'elle se poursuit durant toute l'année? Oui, la caravane, c'est un produit d'une date précise à une autre date. Mais il y a des produits toute l'année. Lesquels? Les produits toute l'année, ce sont les sites touristiques, des circuits que les opérateurs offrent toute l'année. Mais la caravane, on a envie de faire un produit national. Pour qu'à une période de l'année, on ouvre notre pays aux touristes. Et à ce moment-là, on montre tout ce qu'on sait faire. C'est un produit, il faut vraiment mettre l'accent dessus, parce qu'en plus, ça se passe à la bonne saison. Il ne pleut pas, les routes sont praticables. Donc nous avons identifié ce produit. On va peut-être identifier d'autres produits, madame. Qui sait? Pourquoi pas? On a vu, vous avez aménagé plusieurs sites. Il y a le lac bleu de Mouila que vous avez cité tout à l'heure, mais il y a également ce très beau site à Fougamou sur les chutes de l'Impératrice. La question est de savoir comment aujourd'hui vous arrivez à maintenir ces sites en l'état durant toute l'année. Est-ce qu'il y a des mesures prises pour leur valorisation et surtout leur aménagement? Alors, il faut bien comprendre. Notre objectif était d'abord de valoriser ces sites à minima. D'accord. Ça veut dire qu'on vient s'installer, mais petitement. On met une petite tente, on met quelques chaises, quelques tables, et puis les touristes viennent. Si ça ne marche pas, on plie bagage, on part, on se dit que c'est un site qui ne marche pas, qui ne marchera pas, ça n'attire pas le public. C'est comme ça qu'il faut faire. Si on vient, on s'installe à demeure, et on fait de grands travaux, et puis on se rend compte que ça ne marche pas, on aura perdu beaucoup d'argent. Et c'est ce qui a été fait avec Souba à l'époque, vous vous rappelez. On a construit énormément à Souba, et puis ça n'a pas marché. Donc notre stratégie, c'est de dire, on vient, on investit à minima. Une tente. Vous avez vu ce qu'on a fait à l'Ekabi, c'est un bungalow. Le président est même venu se baigner là. On n'a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, on constate que l'Ekabi, les chutes de Kabi-Angouni attirent du monde. Et là, nous allons venir nous installer à demeure. Nous allons faire quelque chose de grandiose parce qu'on sait que ça attire les touristes. C'est ça notre stratégie. Et là, est-ce que c'est l'État qui va investir ou est-ce que vous envisagez des partenariats publics-privés en attirant aussi des investisseurs? Dans un premier temps, pour la version minima, c'est l'État qui investit. Il faut d'abord que nous-mêmes, qu'on sache le potentiel d'un site. Lorsqu'on a investi à minima et qu'on se rend compte que c'est un investissement qu'il faut faire à demeure, à ce moment-là, on fait appel au partenariat, on fait appel aux investisseurs. Alors, on a les sites, par exemple, de Cap Caravane, un très beau site d'ailleurs que Monsieur le Ministre connaît bien, et le site aussi du Lac Bleu où on a ces barges sur l'eau. Et il y a ce grand projet, effectivement, soit de rajouter des barges, mais vous allez nous expliquer en quoi il consiste déjà ce projet. Alors, le projet des barges flottantes, c'est un projet national. Le président a voulu qu'on crée de l'emploi. Le président a voulu qu'un produit comme celui-là puisse être installé dans les rivières qui en demandent. Parce que ça va créer de l'emploi, parce qu'on va en faire une identité nationale. Donc, il s'agit, dans un premier temps, d'abord de fabriquer le prototype. Lorsque le prototype sera validé, lorsque le prototype aura reçu toutes les certifications nécessaires par la marine marchande, lorsqu'on aura évalué le coût exact du prototype, nous allons soumettre à manifestation d'intérêt cette barge à ces promoteurs qui voudront qu'on les construise dans leur site. Alors, pour comprendre, en quoi elles seront différentes de ce qu'on a déjà vu, le restaurant flottant au Lac Bleu, par exemple, ou au Cap Caravane? Au Lac Bleu ou à Cap Caravane, ce sont des barges qui ne sont pas motorisées. D'accord. C'est construit d'une certaine manière. Là, c'est une barge motorisée qui répond à certaines normes de construction. Elles sont différentes. Les autres sont tractées par un bateau. Et cette barge-là, qu'on est en train de vulgariser, c'est une barge intégrée motorisée qui répond à une stratégie de construction qu'on n'a pas encore développée chez nous, mais qu'on a mis en place par le biais de Cap Caravane qui avait le savoir-faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des chiffres par rapport au retour sur investissement de cette caravane touristique? Ça va faire l'objet d'une analyse. Après avoir étudié d'abord la faisabilité du prototype, après avoir confirmé toutes les conditions autour de cette caravane, on va s'asseoir avec les promoteurs et puis savoir, en termes de faisabilité, quel type de barge il faut pour telle rivière. Ce ne sera pas forcément le même genre, la même dimension.
on a certains sites, Monsieur le ministre, et vous connaissez le Gabon peut-être un peu mieux que moi, qui sont encore inaccessibles. Quelles sont les solutions que vous envisagez pour rendre également ces sites accessibles, pour permettre à ce que les Gabonais puissent bénéficier et même les étrangers, les touristes étrangers? C'est d'abord d'informer les plus grandes autorités, leur dire, nous avons un site ici qui n'est pas accessible, il faut faire la route. Le plus simplement possible. Et justement, est-ce qu'il y a un travail qui se fait de façon transversale avec le ministère des Travaux publics et d'autres ministères? Absolument. Nous remontons nos rapports d'identification pour que, de façon transversale, chaque ministère puisse savoir qu'il faut intervenir dans le sens de son ministère. S'il faut faire la route, le ministère des Travaux publics prenne la main et puis ainsi de suite. C'est une activité transversale, le tourisme. Donc chacun met un peu sa pierre à l'édifice. De la main à la poche, s'il faut le dire ainsi. Monsieur le ministre, vous avez insisté sur la création de l'emploi dans ce secteur du tourisme. Aujourd'hui, on a envie de se poser la question. Oui, on connaît un peu tous la forêt gabonaise, mais tout le monde ne peut pas s'aventurer dans le secteur en disant que moi, je deviens un acteur touristique. Il faut passer par une formation, par une école. Aujourd'hui, est-ce que le Gabon dispose d'écoles pour former des Gabonais sur ces métiers d'avenir? Nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Il y a une université qui va bientôt s'ouvrir avec une branche touristique. Nous sommes dessus. Et nous sommes conscients qu'il faut effectivement former. Parce que la formation participe justement au développement de ce secteur. Quels sont les métiers pour lesquels on devrait former? Peut-être l'occasion également? L'hôtellerie, le tourisme. Et puis partout aussi, vous avez là. Alors, il faut qu'on fasse même comme dans d'autres pays. Oui. Ce secteur-là, dans ce secteur-là, quand on va à l'école pour de ce secteur, on ne dit pas je vais à l'école d'hôtellerie, je vais à l'école de tourisme. Au Liban, par exemple, ils l'appellent l'université d'hospitalité. C'est une école qui vous enseigne l'hospitalité. Nous devons former les gens à l'hospitalité. Donc, on est en train de créer des écoles, de créer des partenariats, et nous allons justement former des gens valables pour répondre à l'hospitalité que l'on recherche. Une question quand même qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un touriste étranger décide de préférer la destination gabonaise à la destination du Kenya? Lorsqu'il va évaluer sa curiosité. Alors, si moi je suis un touriste de Cuba, je veux venir au Gabon, je veux me poser la question, qu'est-ce que je vais aller voir au Gabon? Si je vais aller voir, vient voir au Gabon? Ce qui fait l'objet de ma curiosité. Si je suis impressionné par les baleines et qu'on me dit au lac, plutôt dans la côte gabonaise, au mois de juillet, pendant la traversée Libreville-Port-Gentil, vous avez des baleines et des dauphins. Je vais choisir le Gabon parce que je vais satisfaire ma curiosité. C'est pour ça que l'on a commencé par la bonne question à se poser, qu'est-ce qui peut attirer un touriste chez nous? C'est identifier ce qui peut faire l'objet de sa curiosité. Donc moi, si je veux choisir le Gabon, je veux d'abord identifier si le Gabon répond à ma curiosité, à la satisfaction de ma curiosité. C'est d'abord ça. Quand on parlait de formation, il y a également les guides qui sont dans les sites, installés sur différents sites. Est-ce qu'aujourd'hui, ou du moins, quels sont les critères qui ont prévalu déjà pour choisir ces guides? Est-ce que ces derniers ont le bagage nécessaire par rapport à l'histoire de ces sites pour davantage aider les touristes à se retrouver? Oui, madame. Nous avons de très bons guides. Et j'en ai fait même un d'un des guides, mon chargé d'études, M. Rémi Combé. Nous avons de très bons guides. Tout simplement, il manque de la matière, il manque des touristes. Nous avons des guides qui sont formés et ce travail a été bien fait chez nous. Aujourd'hui, on parle de développer le tourisme, de développer une stratégie autour du secteur, mais on manque encore d'un code du tourisme. Est-ce que le dossier, ou du moins le chantier, est déjà en vue au ministère? Le chantier est en vue. Où en est-on? On est en train de préparer ce code, mais vous savez, c'est un processus. Il ne faut pas aller trop vite. Le code va arriver. Okay? Mais il faut savoir ce qu'on va mettre dans ce code. Il faut s'accorder sur les termes à mettre dans ce code. Et c'est la question, quelles sont les dispositions Oui, les attentes sont nombreuses aussi pour les acteurs du secteur. Si on ne s'accorde pas encore sur les termes à mettre dans ce code, on ne peut pas démarrer le chantier comme ça. Mais au fur et à mesure, on alimente tout ce qui va faire l'objet d'un accord et puis ça va être proposé
en Conseil des ministres. De toutes les façons, c'est en chantier et c'est inscrit dans notre feuille de route. Et il y a certains acteurs indépendants, vous avez fait le point lorsque vous êtes arrivé à la tête de ce département, qui étaient déjà lancés dans le secteur du tourisme avec leurs moyens, leurs petits moyens. Comment aujourd'hui l'État travaille avec ces acteurs? Est-ce que vous travaillez main dans la main ou est-ce qu'ils sont complètement abandonnés à leur sort? Non, on ne peut pas abandonner nos partenaires. Il faut dire que la première année, comme l'année dernière, on a voulu faire sans eux. Mais c'était pour répondre à une question. Quels sont les véritables coûts dans le secteur? Si on donne la main à ces opérateurs, on ne saura jamais les véritables coûts. Nous l'avons fait une fois, nous avons eu la main pour faire la caravane touristique, donc nous connaissons toute la structure de prix. La prochaine caravane, nous allons transmettre le produit aux mains des opérateurs qui ont vocation à le faire. Mais un opérateur ne viendra pas nous dire, Monsieur le ministre, l'allocation d'un bus pour Libreville-Lambaréné, c'est 200 000. Je dirais non, on est à 60 000. Il ne viendra pas nous dire, telle prestation coûte tant, parce que nous, on connaît les prix. C'est pour ça qu'il fallait d'abord nous-mêmes nous imprégner de la réalité du terrain et après donner la main aux opérateurs. On l'a déjà fait, on a donné la main. La prochaine caravane sera gérée par les opérateurs, mais nous allons encadrer quand même la structure. Quand même, il faut. Quand on regarde la carte du Gabon, pour finir avec ce volet tourisme, avant de rapidement vous poser une dernière question sur l'artisanat, parce que vous êtes également ministre de l'artisanat, et qu'on a les 9 provinces du Gabon, est-ce qu'aujourd'hui on a une identité qui ferait la différence? Ou est-ce que par province, comme on parle du vin de Bordeaux, voilà, des différentes localités en France avec leur richesse, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, on peut parler de la carpe de Lambaréné, par exemple, ou d'un autre produit qu'on pourrait davantage valoriser à travers ce genre de caravane? Chaque province a son identité. Si je vous parle de l'estuaire, quelle est son identité? L'estuaire, son identité sur les belles plages. Nous avons de très belles plages. Le Haut-Ogooué. Je parle du Haut-Ogooué, les plateaux Batéké. Le Moyen-Ogooué. Le Moyen-Ogooué, vous avez les lacs, de très beaux lacs. Chaque province a son identité et a de quoi attirer le touriste. Et là encore, vous restez sur le potentiel naturel, mais le côté culturel qui parfois peut aussi susciter l'attirance des touristes. On a par exemple ce beau lac bleu dont vous parlez, mais qui a une facette un peu mystique quand même. Est-ce que ce n'est pas aussi cette particularité qu'il faudra mettre en avant? On ne la met pas forcément en avant. Lorsqu'on vend un produit touristique, madame, je vous assure qu'on a vendu un produit artisanal, on a vendu un produit culturel. Parce que le consommable, c'est d'abord notre culture. Quand on arrive à Tsamamagoti, on consomme la culture locale. On consomme l'art local. Donc, on n'a pas besoin de le dire pour que ça soit fait. Et comme je l'ai dit, vous êtes également ministre de l'Artisanat. Quels sont donc, monsieur le ministre, les grands enseignements à retenir dans ce secteur en 2 ans? C'est un secteur qui, au départ, a cru qu'on l'avait délaissé. Mais j'ai expliqué aux artisans que quand on fait... On vous a plus vu sur le tourisme que sur l'artisanat. Et vous avez vu qu'à la fin, l'artisanat était devant. Aujourd'hui, nous sommes en train de également identifier le potentiel artisanal. Nous avons créé un concours de l'artisan avec plusieurs branches. C'est tout ça, ça fait partie de la politique artisanale. Nous avons créé un village, non pas un village, mais une vitrine artisanale. Aujourd'hui, quand on parle du village artisanal à Libreville, par exemple, c'est beaucoup de sujets étrangers. Est-ce qu'on a notre... C'est pour ça qu'en dehors du village artisanal, qui a pris un nom village artisanal, nous avons créé notre village artisanal. On ne pouvait pas l'appeler village artisanal, on l'appelait vitrine artisanale. C'est en face de la SEG. Ce sont les Gabonais qui exposent. Donc, pour revenir, j'allais vous dire que l'artisanat fait partie de nos priorités. Nous avons également tissé des contacts avec les pays étrangers pour booster notre artisanat, notamment le Maroc, qui va nous accompagner, avec lequel on travaille main dans la main pour vendre nos produits de l'artisanat. Et justement, est-ce que vous avez déjà les retombées de vos participations à ces différentes rencontres à l'international, que ce soit en matière touristique ou en matière artisanale? On ne peut pas identifier les retombées tout de suite. L'idée pour nous, c'est d'être visible. Lorsqu'on est visible dans un pays, on ne sait pas qu'on a bousculé, qu'on a peut-être suscité l'envie à un touriste de venir au Gabon. Donc on ne pourra pas faire le lien. L'essentiel, c'est d'être présent. Nous sommes présents dans certains
Dans certaines fois, nous ne pouvons pas faire toutes les fois parce que ça coûte extrêmement cher, mais nous avons quand même tenu à être présents en Espagne parce que c'est quand même le pays qui abrite le siège mondial du tourisme. Nous avons tenu à participer à la foire du Maroc parce qu'il y avait un stand artisanal. Nous avons été en Serbie, à Belgrade, parce qu'il fallait déjà aller négocier la participation du Gabon à l'exposition universelle 2027. Et c'est maintenant qu'on doit négocier ça, sinon après ça nous coûte cher. Oui. Voilà. Et c'est dans le court, moyen ou le long terme qu'on va commencer à percevoir les retombées. On va commencer à percevoir les retombées. Oui, mais ça fait partie de notre 4e stratégie, d'aller à l'international et de rendre visite visible le Gabon, pour donner cette fois-ci envie aux étrangers de venir visiter le Gabon. Pascal Ogooué-Siffon, nous arrivons quasiment au terme de notre échange, mais Monsieur le ministre, on vous permettra de conclure. Écoutez, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit tout simplement retenir qu'on a un très beau pays et que tout le monde doit participer à la richesse de notre pays, au développement de notre pays. Le président l'a dit, on a besoin de toutes les intelligences pour qu'on identifie un potentiel, on le valorise, qu'on apporte notre génie créateur, parce que c'est par là qu'on va attirer les touristes. Je tombe en disant, Eiffel a créé la tour Eiffel, et vous avez vu ce que ça fait pour Paris. Quand est-ce qu'un Gabonais va nous créer un produit qui va attirer le monde entier? Ça peut arriver. Ça peut arriver, pourquoi pas? Il faut oser, il faut une petite folie. Donc, c'est tout ça qu'il faut. Il faut que le Gabonais participe et surtout télécharge notre feuille de route. Pascal Ogooué-Siffon, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, c'est Gabon 24, qui vous remercie pour votre disponibilité. Nous retenons, Monsieur le ministre, qu'il y a eu cette belle caravane touristique qui a drainé plusieurs touristes gabonais, mais on espère que pour la prochaine édition, il y aura également des étrangers. On retient également que vous avez identifié plus d'une 50aine de sites par rapport au potentiel touristique gabonais. Ouais. Plusieurs chantiers sont donc entamés du côté du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Il y a eu également la réquisition des hôtels de l'État. C'est en cours, le processus. On va prendre notre mal en patience pour commencer à percevoir les retombées des rencontres également à l'international où Monsieur le ministre du Tourisme a été présent. Merci à vous, Monsieur le ministre, encore une fois d'être passé sur ce plateau et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.